Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, chères étudiantes, on va parler aujourd'hui de l'asthme. L'asthme, c'est une maladie fréquente qui devient de plus en plus fréquente et sa prise en charge ne se limite pas aux spécialistes mais également aux médecins généralistes. Les objectifs de notre cours, c'est de savoir quelle est la physiopathologie de l'asthme, comment faire le diagnostic en se basant sur les éléments cliniques et sur le diagnostic par la spirométrie qui va montrer un trouble ventilatoire obstructif, savoir les diagnostics différentiels de l'asthme. L'asthme étant donné que c'est une maladie inflammatoire chronique, le traitement se base sur les anti-inflammatoires, donc principalement la corticothérapie inhalée, et on doit savoir comment traiter la maladie asthmatique et comment traiter les exacerbations de l'asthme. Et bien sûr, comment suivre un maladie asthmatique? Est-ce que son asthme, il est contrôlé ou il n'est pas contrôlé? Comme j'ai déjà dit, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique. C'est comme le diabète, l'hypertension artérielle. Les gens, ils ont accepté le diabète et l'hypertension comme étant une maladie chronique. Par contre, l'asthme, c'est pas encore le cas. Et le plus souvent, le malade, dès qu'il voit qu'il est bien, il arrête son traitement. Donc, on doit insister que l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique qui va nécessiter une prise en charge chronique. L'asthme allergique, c'est le plus fréquent, mais il y a d'autres phénotypes. Le diagnostic, il est facile si on se base sur une bonne démarche, avec un bon interrogatoire, une bonne analyse des symptômes cliniques et bien sûr sur une belle interprétation de la spirométrie qui va montrer ce syndrome obstructif réversible sous bêta-mémétique. Donc, le principal diagnostic différentiel de l'asthme, c'est la BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, mais bien sûr, il y a d'autres diagnostics différentiels, donc vous devez les savoir. Si on ne prend pas en charge correctement l'asthme, si on ne traite pas cette inflammation chronique, le sujet il va faire des exacerbations qui peuvent être sévères et mettre en jeu le pronostic vital. Donc, la base de traitement se base sur un traitement de fond, donc un traitement de la maladie asthmatique, et il faut savoir traiter les exacerbations en fonction de leur sévérité. La prise en charge de l'asthme, on se base sur les recommandations de GINA, Global Initiative for Asthma. Ce sont des recommandations qui sont actualisées chaque année et qui sont dédiées pour la prise en charge de la maladie asthmatique de façon dans tout l'univers. Bien sûr, on va parler de l'éducation thérapeutique. Comme toute maladie chronique, la base de la prise en charge, ce n'est pas le traitement de la maladie, mais également l'éducation des malades pour une bonne observance thérapeutique, pour une bonne technique d'inhalation, pour une bonne éviction des facteurs favorisants et des facteurs aggravants. C'est quoi l'asthme? Donc, selon la définition du GINA, du Global Initiative for Asthma, c'est une maladie hétérogène qui est caractérisée par une inflammation chronique. Donc, si vous apprenez ça, c'est une maladie chronique inflammatoire
Sur cette base, ça va venir tous les autres éléments du diagnostic, de la prise en charge thérapeutique. Et c'est une maladie hétérogène. C'est pas le même type d'asthme chez tous les patients. Ça peut être un asthme allergique, ça peut être un asthme non allergique, ça peut être un asthme sévère chez certains, ça peut être un asthme non sévère. Donc c'est pourquoi on parle de maladie hétérogène avec plusieurs phénotypes. Et cette maladie inflammatoire est responsable d'une hyperréactivité bronchique. Et on va voir c'est quoi cette hyperréactivité bronchique. Une hyperréactivité bronchique qui entraîne des épisodes récurrents. Et j'insiste sur ce caractère récurrent des symptômes, que ça soit en fréquence et en intensité. Des épisodes récurrents de quoi? De sifflement thoracique. Le patient il va parler de sifflement et à l'auscultation, on va trouver des sibilants qui prédominent à l'expiration. Le patient il va présenter une dyspnée qui est récurrente et non pas une dyspnée chronique, ce qui va faire la différence avec d'autres pathologies. Une oppression thoracique, donc une oppression thoracique, et je dis bien une oppression et pas une douleur thoracique. C'est une sensation d'oppression sur la poitrine comme un poids qui est posé sur la poitrine, et on a vu ça l'année dernière en sémiologie respiratoire. Donc, ces oppressions thoraciques peuvent être associées à une toux, et cette toux, elle est le plus souvent sèche, mais on va voir, et on a déjà parlé des crachats perlés de Leyneck. Les symptômes, ils surviennent généralement la nuit ou bien au petit matin lorsque le sujet il se réveille. Donc, c'est une inflammation chronique avec une hyperréactivité bronchique, avec des épisodes, donc une récurrence des symptômes, et ces symptômes surviennent le plus souvent la nuit et le petit matin. Ces symptômes, ils sont dus à quoi? Ils sont dus à une obstruction bronchique. Cette obstruction bronchique, elle est réversible, soit spontanément. Le patient, il va se réveiller la nuit gêné. Qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir la fenêtre, il va respirer de l'air et les symptômes disparaissent. Donc, soit ils disparaissent spontanément, soit ils disparaissent après prise de bronchodilatateurs de courte durée d'action. Donc, sous l'effet d'un traitement qui sont les bronchodilatateurs de courte durée d'action. Donc, retenez bien, donc, c'est une inflammation chronique responsable d'épisodes récurrents de signes respiratoires. De point de vue physiologique, si on analyse bien cette définition, ces épisodes ils sont associés à un trouble ventilatoire obstructif qui est variable. Ça veut dire je peux faire la spirométrie
en dehors d'une crise, d'une exacerbation, elle a retrouvé normal. Le patient, il n'est pas gêné. Et le caractère réversible des symptômes, soit spontanément, soit sous traitement adapté, c'est-à-dire sous traitement bêta-2 mimétique courte durée d'action. Et cette inflammation, comme on a dit, elle est associée à une hyperréactivité bronchique, qui est également une caractéristique de l'asthme, mais elle n'est pas spécifique. C'est quoi l'hyperréactivité bronchique? C'est l'aptitude de bronches à réagir de façon anormalement excessive par une bronchoconstriction vis-à-vis à des stimulus. C'est-à-dire, je suis exposé à un stimulus. C'est quoi ce stimulus? Ça peut être des pneumoallergènes, ça peut être des acariens, ça peut être des moisissures, ça peut être une exposition à des pollens, ça peut être une exposition à des poils de chat. Donc, je suis exposée à un allergène respiratoire, et on les appelle donc pneumoallergènes. Et c'est le sujet, comment il va réagir? Il va réagir, le sujet qui a cette hyperréactivité bronchique, il va faire tout simplement une bronchoconstriction. Cette hyperréactivité, elle peut être non spécifique, et c'est pourquoi parfois les sujets asthmatiques ils vous disent je suis gêné quand je suis dans un milieu froid, je suis gêné quand je fais un effort, je suis gêné quand je suis stressé. Donc là, on parle d'hyperréactivité bronchique non spécifique. Donc une hyperréactivité bronchique non spécifique, stimulus comme le froid, la poussière, le stress, les pleurs, un état d'anxiété, soit une exposition à un pneumoallergène, acarien, moisissure ou autre pneumoallergène. Le sujet, comment il va réagir? Il va réagir de façon excessive par une bronchoconstriction. Cette hyperréactivité bronchique, elle n'est pas spécifique de l'asthme. Donc, elle n'est pas spécifique de l'asthme, ça veut dire que je peux la retrouver dans d'autres pathologies, par exemple dans la BPCO, ça peut retrouver dans la dilatation de bronches. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est non spécifique de l'asthme, mais généralement, elle existe dans l'asthme. Donc, de point de vue physiologique, j'ai une hyperréactivité bronchique
qui va être responsable donc de signes cliniques et qui va se manifester de point de vue physiologique par un trouble ventilatoire obstructif réversible. Comment je vais l'objectiver? C'est à l'aide d'une spirométrie. Donc la spirométrie, qu'est-ce qu'elle va montrer? Elle va montrer un trouble ventilatoire obstructif qui est réversible et on va revenir sur ça dans le diagnostic positif. Je sais très bien que vous avez vu ça en physiologie, mais on va insister une autre fois parce que la base du diagnostic de l'asthme, c'est bien sûr les symptômes cliniques, mais je dois confirmer le diagnostic à l'aide d'une spirométrie qui va montrer un trouble ventilatoire obstructif réversible sous traitement bronchodilatateur, c'est-à-dire les bronchodilatateurs courte durée d'action. Comment je peux faire également le diagnostic de l'hyperréactivité bronchique? Ça se fait par des tests de provocation et on va voir c'est quoi, mais on ne va pas parler trop parce que c'est l'affaire de spécialistes et ça ne se fait pas malheureusement dans notre pays. Donc l'hyperréactivité bronchique elle est émise par des tests de provocation donc spécifiques, c'est-à-dire je vais exposer mon patient à la cause de son asthme, de son exacerbation. Je vais l'exposer par exemple à des moisissures et je vais voir est-ce qu'il va faire une réaction ou pas. Et ça peut être donc, et je vais parler dans ce cas de tests de provocation spécifiques, ou bien c'est des tests de provocation non spécifiques. Je vais donner de la métacholine, donc un produit qui va entraîner en bronchoconstriction. Le sujet asthmatique, il va répondre de façon excessive par une bronchoconstriction. Donc, on a vu que l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique avec des épisodes récurrents de signes cliniques, sifflement, oppression, une toux. Sur le plan de point de vue physiologique, c'est un trouble ventilatoire obstructif réversible objectivé par la spirométrie. Et de point de vue anatomopathologique, c'est quoi? Il s'agit d'une inflammation chronique. Cette inflammation, donc, c'est une inflammation polymorphe. Je vais retrouver de polynucléaires et eosinophiles au niveau des bronches, des lymphocytes, des mastocytes. Donc, comment je vais faire ce diagnostic? C'est par l'analyse de liquide de fibroaspiration ou bien des expectorations, mais on ne va pas les utiliser en pratique courante parce que pour faire un sujet asthmatique, c'est invasif de faire une fibroscopie, de recueillir de ces sécrétions bronchiques pour les analyser, pour mettre en évidence des cellules inflammatoires. Donc, ça ne se fait pas en pratique courante. Donc, en pratique courante, donc, si vous avez bien saisi cette définition, vous avez compris c'est quoi l'asthme, comment ça va se manifester, comment je fais le diagnostic positif et également comment traiter. Parce que pour traiter, je dois traiter cette inflammation chronique. Donc, je répète, l'asthme, c'est une maladie hétérogène, c'est une maladie inflammatoire chronique associée à une hyperréactivité bronchique spécifique ou non spécifique. Hyperréactivité bronchique, donc qu'on peut la mettre en évidence par des tests de provocation spécifique ou non spécifique, mais ce n'est pas de pratique courante. On fait le diagnostic tout simplement par une spirométrie qui va montrer un trouble ventilatoire obstructif
réversible sous bêta-2-mimétique de courte durée d'action. C'est une maladie inflammatoire. Il y a des cellules inflammatoires, il y a des médiateurs, mais je n'utilise pas ça en pratique courante pour faire le diagnostic de la maladie. Asthmatique. Donc, on a vu la définition, on a parlé un peu de la physiopathologie et on a parlé un peu de ce phénotype. L'asthme, il est le plus souvent allergique. Donc, 80% des enfants, il s'agit d'un asthme allergique. Chez 70% des adultes, il s'agit d'un asthme allergique. Dans les autres cas, on va voir, c'est des asthmes non allergiques. C'est une physiopathologie différente. On va parler aujourd'hui de la physiopathologie de l'asthme allergique. Donc, l'asthme allergique, vous avez vu en immunologie, on a plusieurs, selon la classification de Gelle-Coombs, on a plusieurs types de réactions allergiques, le type 1, le type 2, 3 et 4. Ce qui nous concerne pour l'asthme, c'est le type 1. Donc, le type 1, c'est quoi? C'est une réaction allergique IgE médiée, où je vais mettre en travail ces IgE spécifiques. Donc c'est une réaction immédiate. Ça veut dire je suis exposé à un allergène, je suis exposé au poil de chat, je vais faire une réaction parce qu'il y a des IgE spécifiques dans mon corps qui vont sécréter des médiateurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a un mécanisme immunologique. Je suis exposé, on va voir ça, donc ça va entraîner une activation des lymphocytes T qui vont interagir avec les lymphocytes B et je vais sécréter, l'organisme, les lymphocytes B, vont sécréter des IgE spécifiques de l'allergène. Un deuxième contact, ça va entraîner une libération de cytokines par les mastocytes, par les éosinophiles, des médiateurs à type d'histamine, de prostaglandine, de leucotriène qui vont entraîner une bronchoconstruction avec une hypersécrétion de
de muqueuse, une hypersécrétion bronchique, un œdème de la muqueuse, une altération épithéliale. Donc, on va revenir. Donc, dans toute réaction allergique IgE médiée, qu'est-ce qui se passe? Une réaction IgE médiée de type 1. Il y a un premier contact avec l'allergène, je ne suis pas allergique, mais on a eu un chat à la maison. Un chat à la maison, je suis en contact avec les poils de chat, avec les poils de mon chat. C'est cet allergène, donc les poils de chat, ils vont être présentés, ils vont être inhalés donc par le muqueuse nasale, bronchique, conjonctivale. Donc ils vont être présentés aux lymphocytes T par les cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules présentatrices des antigènes, ils vont activer les lymphocytes T en lymphocytes Th2. Ces lymphocytes Th2, ils vont sécréter des interleukines, l'interleukine 10, 4, 13. Ces lymphocytes, ces interleukines, ils vont activer les lymphocytes B. Donc les lymphocytes B, ils vont sécréter des IgE spécifiques de mon allergène. Et là, j'ai pris l'exemple de poils de chat. Donc ces IgE spécifiques, c'est une réaction IgE médiée, et ils vont se fixés sur des récepteurs de haute affinité qui sont sur les mastocytes et les basophiles, ou bien de faible affinité qui sont sur les macrophages et les éosinophiles. D'accord? Donc là, c'est le premier contact. Je ne vais pas réagir. J'ai eu mon chat pour le premier jour. J'ai un terrain allergique. Je vais sécréter ces IgE spécifiques. Quand je suis en contact une deuxième fois avec ces poils de chat, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà mes IgE spécifiques qui sont déjà sur mes mastocytes et mes basophiles. Donc, ils vont se fixer et ces IgE spécifiques, ils vont fixer l'allergène. Ils vont entraîner quoi? Une dégranulation des mastocytes et des basophiles avec sécrétion d'histamine, de tryptase, d'autres enzymes, d'autres médiateurs, les prostaglandines, les leucotriènes, les platelettes activateurs facteurs, avec libération de cytokines. Et ces médiateurs et ces cytokines, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une action de bronchoconstruction, une action inflammatoire, une action donc pour mettre en exergue cette réaction inflammatoire, une bronchoconstruction, un œdème, comme on a dit, de la muqueuse, un épaississement des cellules épithéliales. C'est bon? Donc, dans l'asthme allergique, c'est un mécanisme IgE dépendant, c'est un mécanisme immédiat qui va être la cause de la réaction
de mon patient, ça va entraîner une inflammation chronique et une inflammation et une obstruction bronchique. On a parlé de mécanismes immunogènes, mais en même temps, il y a un mécanisme neurogène. Donc, les terminaisons nerveuses au niveau sensitif, au niveau des bronches, ils sont mises à nu à cause de la destruction de l'épithélium bronchique et ils sont activés par les médiateurs inflammatoires. Donc, qu'est-ce qui entraîne donc cette réaction? Donc, l'activation de ces terminaisons nerveuses, il induit une contraction de muscles lisses bronchiques et on aura ce qui provoque une bronchoconstriction. C'est bon? Donc, un mécanisme immunogène, une activation des fibres nerveuses. Donc, ça va activer les systèmes adrénergiques et cholinergiques. Donc, si le système adrénergique et cholinergique, ils ont une action de bronchoconstriction. Et de là, on comprend bien, parmi le traitement pour avoir de la, de la bronchodilatation, donc je vais donner donc, des anticholinergiques et des bêta-2 mimétiques. Le système non adrénergique et non cholinergique qui est mis plus en exergue dans cette activation des fibres nerveuses, c'est un réseau très complexe. Il y a une sécrétion d'autres neurotransmetteurs, les neurokines. C'est ce qui peut être responsable de la persistance de cette inflammation neurogène. Donc, on a parlé du mécanisme immunologique, donc parce qu'on est dans l'asthme allergique. L'inflammation, ce mécanisme est mis en jeu. Donc, on aura une inflammation avec le recrutement de cellules inflammatoires, lymphocytaires, éosinophiliques, libération de différents cytokines, interleukines. On a vu l'inflammation neurogène. Donc, cette inflammation vue dans l'asthme sera responsable d'anomalies des structures des voies aériennes, l'épithélium et la muqueuse bronchique. On aura une modification de la structure de l'épithélium bronchique avec remplacement des cellules par des cellules ciliées, des cellules calciformes. Ça va entraîner également un épaississement de la membrane basale à raison de la prolifération des fibres de collagène. Cette hyperperméabilité vasculaire avec un œdème bronchique, une hypertrophie et une hyperplasie des cellules musculaires lisses. Donc, ces remaniements sont dénommés un remodelage bronchique. Donc, ce remodelage bronchique responsable d'une obstruction sera responsable d'une obstruction bronchique permanente à cause de l'épaississement de la paroi bronchique.
Donc, cette obstruction bronchique qui était au départ réversible, elle va devenir, à cause de l'épaississement, une obstruction qui est irréversible. Et ça va expliquer, comme on va voir par la suite, l'asthme à dyspnée contenue. Donc l'asthme, on a dit, c'est des épisodes récurrents de dyspnée. Si l'obstruction elle est permanente, donc ça va rejoindre la symptomatologie de la BPCO, l'asthme sera à dyspnée contenue. Et si on fait une spirométrie, on va voir que le trouble ventilatoire obstructif, il n'est plus réversible ou bien il est partiellement réversible. Si on résume à l'aide de ce schéma, l'exposition dans l'asthme allergique, un sujet qui a un asthme allergique, l'exposition, une première exposition à l'allergène qui est inhalée, ça va entraîner les libérations de cytokines, une activation des lymphocytes B, sécrétion d'IgE spécifiques qui vont suffixer sur les mastocytes, sur les éosinophiles. Un deuxième contact avec ces allergènes va entraîner la libération de médiateurs de l'inflammation qui sera responsable d'une altération épithéliale, sera responsable de la mise à nu des cellules, des fibres nerveuses avec une stimulation nerveuse, un œdème de la muqueuse bronchique, une hypersécrétion de muqueuse et une contraction des cellules musculaires lisses. On peut se demander une question, pourquoi certains patients ils sont asthmatiques et d'autres non? Donc pourquoi ce sujet il va faire de l'asthme, ce sujet il va faire de la rhinite, l'autre il va faire de la dermatite ou bien il ne va pas faire une réaction allergique. Donc quels sont les facteurs de risque de l'asthme? Les facteurs de risque de l'asthme, on peut les différencier en facteurs liés au patient et aux facteurs liés à l'environnement. Donc, la première cause ou bien le premier facteur, de facteur de risque de l'asthme, c'est l'existence de gènes d'une prédisposition génétique à l'atopie. C'est quoi une atopie?
C'est quoi l'atopie? L'atopie, c'est une anormale facilité, c'est une prédisposition génétique à sécréter de façon facile, à synthétiser de façon facile des IgE spécifiques. Donc, des IgE spécifiques contre des substances naturelles. Quand je dis des substances naturelles, c'est-à-dire des substances de l'environnement. Ça peut être des acariens, ça peut être des moisissures, ça peut être des pollens d'arbres, ça peut être des poils de chat ou chien, ça peut être des pollens d'arbres. Donc ce sont des substances de l'environnement naturel qu'on appelle des pneumoallergènes. Ça peut être des aliments, et dans ce cas on parle de trophallergènes. Et ça veut dire qu'on exclut les substances non naturelles, par exemple les médicaments. Donc l'atopie, c'est quoi? C'est une anormale facilité à synthétiser des IgE spécifiques contre des substances naturelles, pneumoallergènes ou trophallergènes. Par les voies, le contact se fait par les voies naturelles. Un contact avec la peau, un contact avec la muqueuse nasale, avec les bronches, avec un contact oculaire ou digestif. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme symptômes? On aura comme symptômes soit un asthme si le contact est avec la muqueuse bronchique, on aura une rhinite allergique, on aura une conjonctivite allergique ou bien une dermatite atopique ou bien des symptômes en rapport avec une allergie alimentaire à type d'urticaire, de dent de quique ou de choc anaphylactique. Donc quand je vais demander dans l'interrogatoire pour faire le diagnostic de l'asthme, je vois est-ce qu'il y a une prédisposition génétique à synthétiser des IgE spécifiques. Comment je vais la mettre en évidence en demandant est-ce que mon patient il a une rhinite allergique, il a une conjonctivite allergique associée, il a fait de la dermatite atopique dans l'enfance ou bien il fait des allergies alimentaires.
On a parlé, donc il y a des facteurs de risque liés au patient. Mon patient, il a des gènes prédisposants à l'atopie. Il peut avoir des gènes qui prédisposent d'emblée à l'asthme sans que le patient il sera atopique, il peut faire d'emblée de l'asthme. Il y a des gènes qui ont été identifiés qui prédisposent à l'hyperréactivité bronchique. On trouve que l'asthme il est plus fréquent dans l'enfance chez le sexe masculin, puis après c'est plutôt chez les femmes. On note des différences en fonction de la race et de l'ethnie. Il y a certains pays où on trouve une prévalence plus importante que d'autres pour l'asthme. Ça peut être lié aux conditions socio-économiques, ça peut être lié à l'exposition allergénique au cours de l'enfance, ça peut être lié à un régime alimentaire différent. On a noté que les enfants qui ont été allaités par leur maman font moins d'asthme que les enfants qui sont allaités par le lait artificiel. À côté de ces facteurs liés à l'individu, on a des facteurs liés à l'environnement. Donc, l'environnement, chez mon patient qui est exposé dès l'enfance aux acariens, plein de tapis dans la maison, plein de laine, il a des animaux domestiques, il a des moisissures sur les murs de la maison, ce sont des sujets qui sont plus exposés à faire des, de l'asthme ou bien de la rhinite ou conjonctivite allergique. Le tabagisme également, c'est un facteur favorisant de l'asthme, aussi bien actif que passif. La pollution atmosphérique, l'exposition aux particules de diesel, c'est également un facteur qui a été incriminé comme facteur de risque d'asthme chez les patients, chez les sujets.